Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Gimel Amud Bet. On va commencer à la 6e ligne. Tanu Rabbanan, Mahu noten lo, de mezera velo hotza'a, veyesh omrim af hotza'a. On avait appris dans la Mishnah que si jamais l'acheteur des graines vient chez le vendeur pour réclamer un remboursement, il veut annuler la vente. Il lui dit: Monsieur, j'ai acheté des graines chez toi, je les ai semées et elles n'ont pas poussé. Ça veut dire que tu m'as vendu des graines de mauvaise qualité. Rembourse-moi mon argent. C'est un mekar taout, c'est une vente erronée. Eh bien, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Tu me rends mon argent. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit il a acheté des graines de céréales, par exemple, des graines de lin, ou des graines de potager, c'est-à-dire des graines pour des tomates, des carottes, des navets. Quelle est la spécificité de ces graines ? Les graines de céréales, on peut les semer, mais on peut également les manger sous forme de pain, de gâteau, parce que le blé moulu, on en fait de la farine, du pain, des gâteaux. Le blé peut être mangé lui-même, nature. Alors que les graines de lin, généralement, on s'en sert pour semer les graines et fabriquer, avec le lin qui a poussé, du tissu, des vêtements. Et par contre, les graines de légumes, comme les graines de tomates, ce n'est fait que pour être semé, planté, car ce n'est pas comestible, ça ne se mange pas. Les graines de lin encore, à la rigueur, c'est mangeable. On mange des graines de lin, on les met dans la salade, c'est très bon. Mais c'est pas comme les céréales. Les céréales, on en mange fréquemment, alors que des graines de lin, on en mange peu, pas beaucoup comme le pain. Alors maintenant, quel est le din ? Si l'acheteur s'est servi des graines de céréales pour les semer, et ça n'a pas poussé, quand il vient réclamer au vendeur un remboursement, sous prétexte que c'est du mekar taout, il a acheté pour semer et ça n'a pas poussé, c'était de mauvaise qualité. Qu'est-ce que lui dit le vendeur ? Mais tu ne m'as jamais dit que c'était pour semer. Tu m'as dit: donne-moi des graines de céréales. Je t'en ai donné. Mais moi j'ai cru que c'était pour manger. Si tu m'avais dit que c'était pour semer, je t'aurais donné une autre qualité. En effet, nous dit la Mishnah, que cet argumentaire est absolument valable. Le vendeur n'a pas besoin de rembourser. Il est quitte. Pareillement pour les graines de lin. S'il lui dit « je pensais que c'était pour manger dans la salade », eh bien, il est quitte. Et si tu m'avais précisé que c'était pour semer, d'accord, mais tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit: donne-moi des graines de lin. Alors je t'ai donné une qualité de lin qui est mangeable, mais qui n'est pas semable. Fallait me le dire. En effet, il est quitte. Le vendeur n'a pas besoin de rembourser. Mais si c'était des graines de légumes pour un potager, et il s'avère que c'était des graines de mauvaise qualité, et après les avoir semées, rien n'a poussé, alors l'acheteur est tout à fait en mesure de réclamer un remboursement. Et comme disait Rashbag dans la Mishnah, que Zarone Gina, des graines de potager, si elles n'ont pas poussé, Hayav ve'Havayutan, le vendeur est responsable et il doit rembourser. Je vous invite à relire toute la Mishnah, s'il vous plaît, de Daf Tzadik Bet
Amoud Aleph, qui est le début du Pérek. Je voudrais relire la Mishnah parce que c'est important pour la suite. Hamocher perot lahavero, uzra'an velot simehu. Celui qui a vendu des pérotes. En l'occurrence, il s'agit de graines de céréales. Uzra'an, il les a semées. Velot simehu, et elles n'ont pas poussé. Va filou zera pishtan, même si c'était des graines de lin, qui généralement sont semées. Eno hayav be'acharayutan. Le vendeur n'a pas besoin d'assumer une responsabilité, c'est-à-dire de rembourser à l'acheteur sous prétexte que c'est un mekartaot. Pourquoi ? Car il peut se réfugier derrière l'argument il lui a pas précisé que c'était pour semer, donc il lui a vendu pour manger. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Zaron egina, she'enam nechalim, hayav be'acharayutan. Rashbag, Rabban Shimon Gamliel nous dit que s'il s'agissait de graines de guina, c'est-à-dire des graines de légumes pour un potager, puisque ce n'est pas mangeable, enam nechalim, hayav be'acharayutan. Le vendeur doit assumer sa responsabilité. Puisque ça n'a pas poussé, il faut qu'il rembourse. Jusque-là, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara pose une question. Pardon. La Gemara cite une baraïta qui pose une question. Tanu Rabbanan. Mahu noten lo. Qu'est-ce que ça veut dire Mahu noten lo? Qu'est-ce qu'il lui donne? Qui donne à qui quoi que? Quel est le sens de la question de la Braïta? La Braïta se rapporte au dernier din de la Mishnah, ce qu'a dit Rashbag dans la Mishnah, que s'il lui a vendu des graines de légumes qui ne sont pas comestibles et elles ne sont faites que pour être semées, pour faire pousser des tomates, des carottes et navets, et finalement rien n'a poussé, alors Rashbag nous a dit Hayav be'acharayutan, il doit assumer la responsabilité. Alors, ça veut dire quoi assumer la responsabilité? Il doit rembourser. D'accord. D'accord. Combien il rembourse? Eh bien, tu vas me dire le prix qu'il a payé. Combien ça a coûté? Ça a coûté 1000 shekels. Il rembourse 1000 shekels. Mais l'acheteur lui dit, monsieur vendeur, tu vas pas t'en sortir avec 1000 shekels. Parce que moi, j'ai payé 3000 shekels l'agriculteur qui est venu travailler chez moi. Il a passé 2 jours de travail, à labourer, semer, arroser. J'ai payé 3000 shekels. Quoi, tu vas me donner 1000 shekels? Moi, en tout et pour tout, j'ai perdu 4000. 1000 shekels, j'ai acheté les graines, et 3000 shekels, j'ai payé l'agriculteur pour la main-d'œuvre. Tu t'en sors aussi facilement? Et mes frais? Et les pots cassés? Alors, il lui dit, rembourse-moi la totalité, tout ce que j'ai perdu, à cause de toi. Alors, c'est le sens de la question de la Gemara, de la Braïta. Mahu noten lo. Alors, regardez qu'est-ce que nous dit la Braïta. Mahloket, de mezera velo hotza'a. Veyesh omrim af hotza'a. Tanakama dit, il ne rembourse que le zera, les graines qu'il lui a vendues de mauvaise qualité, c'est tout. Mais les frais générés pour le travail agricole qu'il a perdu à cause de lui, il ne lui rembourse pas. Pourquoi? C'est Grama Binzakin Patour. C'est un tort, un préjudice financier, certes, mais causé indirectement. C'est indirect, ce n'est pas direct. Alors il ne lui paye pas. Veyesh ombrim af hotza'a. Mais il y a ceux qui disent que oui, il doit payer également la hotza'a. Alors évidemment que la question se pose. Pourquoi est-ce qu'il paierait la hotza'a?
Pourtant, c'est Grama bin Zakin Patour. Rashbam dit qu'il semblerait que c'est Miderabanan, c'est pas Minatora, c'est un knas, c'est une sanction d'ordre rabbinique. Pourquoi ? Parce que le vendeur a, entre guillemets, sciemment induit son acheteur, son client, en erreur. C'est presque prémédité. Il avait voulu se débarrasser de ces graines de mauvaise qualité. Il a cru qu'il a trouvé un petit poisson, un petit pigeon comme on dit. Alors, il lui a refilé la marchandise de mauvaise qualité. Maintenant, Hachamim disent à malin, malin et demi. Tu t'es cru malin, tu vas voir maintenant, tu vas prendre la claque des Hachamim. Non seulement que tu vas rembourser les 1000 shekels du Mekartaout, mais en plus, knas, une amende. Tu vas payer même les frais engendrés par ce travail stérile de la semaille, de le travail agricole. Voilà. Ça s'appelle en hébreu, comment ça s'appelle les frais ? Hotsa'a. Comment s'appellent les graines ? Zera. Alors Tanakama dit, il paye que le Zera, mais il ne paye pas la Hotsa'a. Tandis que Yesh Omrim, la Braïta nous dit, Veyesh Omrim, Af Hotsa'a, qui payera non seulement le Zera, qui rembourse déjà le prix des 1000 shekels, mais même les 3000 shekels qu'il a payé à l'agriculteur, bien que ce soit Grama bin Zakin, c'est indirect, même ça, Hachamim ont dit qu'il payera parce qu'il a induit son client en erreur. Et maintenant, la Gemara se pose la question. Man yesh omrim. Dans la Baraïta, on a cité une mahloket entre Tanakama et yesh omrim. Selon Tanakama, le vendeur ne doit payer à l'acheteur que le prix réel des graines de mauvaise qualité, alors que d'après Yesh Omrim, il doit également l'indemniser pour tous les frais occasionnés par la suite en payant un agriculteur qui a travaillé pour semer ces graines de mauvaise qualité qui n'ont jamais poussé. Alors, la Gemara dit Man Yesh Omrim. Connaît-on le nom de ce Tana? C'est qui ce Yesh Omrim? À qui ça peut correspondre? Amar Rafrizda Rashbaghi. Rafrizda dit, tu veux savoir c'est qui ce Yesh Omrim? C'est Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara dit, hey Rabban Shimon ben Gamliel. Où est-ce que tu retrouves ces paroles de Rabban Shimon ben Gamliel, qui condamne le vendeur à payer pas uniquement les graines elles-mêmes, mais même les frais occasionnés indirectement. Elima Rashbag de Matnitin, peut-être faisait-il allusion à Rashbag de notre Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire Rashbag de notre Mishnah? Eh bien, la Gemara elle-même va citer Ditnan, comme il est écrit dans notre Mishnah, Hamocher perot la havero uzra'an velo tzimmehu vafilu zera pishtan eno hayav beharayutan. Celui qui vend à l'autre des graines de céréales, perot, et il les a semées, l'acheteur les a semées, velo tzimmehu, ça n'a pas poussé. Vafilu zera pishtan, même si c'était des graines de lin. Eno hayav beharayutan. Le vendeur n'a pas besoin de rembourser. Pourquoi il n'a aucune responsabilité? Parce qu'il peut dire, moi je t'ai vendu pour manger. Tu ne m'as pas spécifié que c'était pour semer. Moi j'ai cru que tu voulais manger. C'est pour cela que je t'ai donné des graines qui sont bonnes à manger, mais pas bonnes pour la semaille. Alors, en effet, son prétexte est valable. Hazeronegina, she'enam ne'echalim, hayav be'harayutan.
On en déduit de là que selon Tanakama, qui ne condamne le vendeur, qui ne condamne pas le vendeur, parce que les graines qu'il a vendues étaient mangeables, comestibles. Mais s'il s'agissait non pas de céréales ou de graines de lin, mais plutôt de zeronegina, des graines pour un potager, comme des graines de tomates ou de carottes qui ne sont pas mangeables, she'enam nechalim, hayav be'haroyutan. Dans ce cas, si l'acheteur a semé et que ça n'a pas poussé, il est tout à fait en droit de réclamer un remboursement. Et en effet, le vendeur est responsable. Hayav be'harayut. Très bien. Jusque-là, c'est l'opinion de Tanakama. Et Masefa. Lisons la suite de la Mishnah. Rashbag Omer, Zeronegina, She'enam ne'echalin, Hayav be'harayutan. Dans la Mishnah, nous retrouvons l'opinion de Rashbag, qui dit que si il lui a vendu des graines de potager qui ne sont pas comestibles, et finalement il les a semées et ça n'a pas poussé, dans ce cas, le vendeur doit rembourser l'acheteur. Pourquoi ? Là, il ne peut pas se réfugier derrière l'argument « je pensais que tu as acheté pour manger, je ne savais pas que tu as acheté pour semer ». Il ne peut pas dire une chose pareille, vu que les zeronegina, les graines de potager, ne sont même pas mangeables. Elles ne sont faites que pour être semées. Alors si elles étaient de mauvaise qualité pour la semaille, eh bien, pour la semence, il est chayav. Nahon, ça va de soi, il n'a pas besoin de lui dire « vends-moi pour semer ». Parce que si tu vends-moi des graines, c'est que pour semer, puisqu'elles ne sont pas utilisables pour autre chose que semer. Oui, bien sûr. L'acheteur, il lui a dit, je veux des graines de carottes et de navets et de tomates. Exactement. Les deux le savent. Alors là, donc forcément, il est responsable. Hayav be'harayut. Exactement. Alors maintenant, la Gemara pose la question. Tanakama nami hachi ka'amar. C'est-à-dire, la Gemara pose une question nucléaire. Et elle dit, je comprends rien du tout. Qu'est-ce que Rashbag est venu nous dire ? Mais ce qu'il a dit Rashbag, c'est déduisible des paroles de Tanakama. Rappelez-vous de la structure de la Mishnah. Dans la Mishnah, on retrouve 3 catégories de graines. Céréales, on en mange beaucoup. Et on en sème aussi. Les graines de lin, on en mange peu, on en sème beaucoup. Les graines de légumes, on ne mange pas du tout. C'est fait que pour être semé. Alors, il est dit comme ça. Pour des graines qui sont mangeables, telles que céréales, ou même le lin, alors nous dit Tanakama, si ce n'était pas semable, ce n'était que mangeable, en effet, le vendeur n'a pas besoin de rembourser à l'acheteur qui dit « mais j'ai semé, ça n'a pas marché, ça n'a pas poussé. Moi, je ne savais pas que tu voulais semer. Je pensais que tu voulais manger. » Eh bien, il est patour. Eno hayav be'harayut. Pourquoi ? Parce que c'est mangeable. Déduction des paroles de Tanakama. On n'a pas besoin qu'il nous le dise, il va sans dire que d'après Tanakama, s'il s'agissait de zeronegina, pas de céréales, pas de graines de lin, des graines de potager qui ne sont pas mangeables, ils ne sont faits que pour être semés. S'il lui a vendu des graines pareilles et que finalement ça n'a pas poussé, l'acheteur est en droit de réclamer un remboursement. On déduit ça des paroles de Tanakama. Alors je ne comprends pas qu'est-ce que Rashbag est venu faire. Rashbag vient et nous dit, si c'est des zeronegina, des graines de légumes pour un potager, pour semer, et que finalement ça n'a pas semé, alors le vendeur doit rembourser à l'acheteur. Boker Tov. Mais ça déjà, Tanakama nous l'a enseigné par déduction.
C'est-à-dire que Tanakama m'a dit qu'il n'a pas besoin de rembourser parce que c'est mangeable. Sous-entendu que si ce n'est pas mangeable, il doit lui rembourser. Alors qu'est-ce que Rashbag vient me dire? Si ce n'est pas mangeable, il doit lui rembourser. Mais ça, c'est déjà Tanakama qui me l'a dit de manière implicite. Pourquoi Rashbag le dit de manière explicite? Mais j'ai compris, de manière implicite. You understand? C'est une couchia bombardesque. Rashbag, on a l'impression qu'il vient s'opposer à Tanakama. Finalement, ce qu'il a dit, c'est exactement ce que j'ai déduit des paroles de Tanakama. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire? Alors, regardez. Attendez 2 secondes. C'est là que jaillit la lumière éblouissante de ce hidouche de Rav Hrizda. Rav Hrizda te dit, viens, tu vas comprendre maintenant. Et là, la hotza'aika benayo, mor savar, dmezera, ou mor savar, afotza. Ça c'est du régal absolu. Maintenant, on a compris. En fait, tu veux comprendre quelle est la différence entre Tanakama et Rashbag? On a l'impression qu'ils disent la même chose. Détrompe-toi. Rashbag rajoute sur les paroles de Tanakama. Il s'oppose à Tanakama. De Tanakama, j'ai déduit un hidouche. Mais Rashbag te dit 2 hidushim. Qu'est-ce que dit Tanakama? Si c'est mangeable, il n'est pas responsable. Tu peux lui dire, j'ai cru que tu as acheté pour manger. Que pour les graines de céréales, que pour des graines de lin. Mais si c'est des légumes, pour un potager, puisque c'est pas mangeable, il faut qu'il rembourse. Mais combien il rembourse? Zera. Il a payé 1000 shekels, il lui rembourse les 1000 shekels. Rashbag vient, il répète la même chose. Ce que Tanakama a dit de manière implicite, Rashbag le dit de manière explicite. Mais qu'est-ce qu'il veut rajouter? On a dit, mais s'il rajoute rien, alors pourquoi il intervient? Non, il rajoute. Il dit, non seulement qu'il rembourse des méséras, mais en plus il paye les frais indirects. Et il paye même la hotza'a, le prix de l'agriculteur. Et il paye tout ce qu'il a investi, le pauvre acheteur, pour payer l'agriculteur. Tout cela, c'est Rashbag qui rajoute. Alors dans ce cas-là, on a compris Rav Hrizda. Quand Rav Hrizda a dit, c'est qui Yesh Omrim? Dans la Braïta, il est écrit, Tanakama dit, paye que le zera. Le vendeur paye à l'acheteur pour les zera. On est guina, pour le potager, ces graines-là, il doit payer juste le zera. Et qu'est-ce que dit Yesh Omrim? Le zera plus la hotza'a. Même les frais indirects d'investissement pour l'agriculture. Nachon, il a payé un agriculteur et ainsi de suite. C'est qui ce Yesh Omrim? C'était la recherche. Rav Hrizda a dit, tu veux savoir c'est qui? C'est Rashbag. Rashbag? De quel Rashbag tu parles? Je cherche ce Rashbag dans tout le chasse. Peut-être que c'est le Rashbag de notre Mishnah. Et forcément, c'est ce Rashbag. Parce que sinon, Rashbag dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il a rajouté aux paroles de Tanakama? Il a répété exactement pareil. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Nachon? Ce qu'a dit Tanakama de manière implicite, Rashbag l'a dit de manière explicite. Alors quoi, Rashbag, Hasve Shalom, il parle pour ne rien dire? Non. Donc forcément, voilà, on a trouvé, c'est qui le Yesh Omrim? C'est Rashbag, comme l'a dit Rav Hrizda. C'est beau? C'est clair? La Gemara dit c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? La Gemara dit non. Si ce n'est que cette démonstration qui t'a permis de démontrer par A plus B que c'est Rashbag, c'est ce que voulait dire Rashbag, je peux t'expliquer la structure de la Mishnah différemment. Regardez. Avant de continuer, avant de réfuter carrément cette démonstration, d'abord la Gemara ouvre une parenthèse et elle pose une question naïve, innocente. Regardez, elle dit « Mimai dilma ifra ». Ok, tu m'as dit que c'est pas possible que Rashbag et Tanakama disent la même chose. Blanc bonnet, bonnet blanc. Forcément, Rashbag est venu rajouter quelque chose de plus. Et donc Tanakama a condamné le vendeur à payer juste le zera, et Rashbag a condamné le vendeur à payer
non seulement le zera, mais même la hotza'a, même les frais occasionnés. Nachon et Rabotai, la Gemara dit Dilma Ifra, mais peut-être que c'est le contraire. Peut-être c'est l'inverse. Qui te dit qu'est-ce que pense Tanakama et qu'est-ce que pense Rashbag? Ils ne se sont pas exprimés par rapport à la hotza'a. Ils se sont exprimés que par rapport au zera. Mais qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à la hotza'a? Tu dis, puisqu'ils ne vont pas dire la même chose, puisqu'il y a ici une mahloket, alors tu es obligé de dire que Rashbag, il condamne à deux choses, zera et hotza'a, alors que Tanakama ne condamne que à payer le zera. Naron, mais peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que Tanakama dit deux choses et Rashbag une seule chose. Rashbag dit que le zera et Tanakama dit zera plus hotza'a. Puisque aucun des deux ne s'est exprimé avec précision par rapport à la hotza'a. Alors tu le dis que par déduction. C'est par la force des choses. Comme c'est pas possible qu'ils disent la même chose, forcément il y a une différence. Certainement que la différence, c'est celle-là. Est-ce qu'il doit payer la hotza'a également ou pas? Mais pourquoi tu fais dire ça à Rashbag? Peut-être que c'est un Nakama qui dit qu'il faut payer zera et hotza'a. Et alors que Rashbag dit, juste, one, only, que le zera, c'est une parenthèse. Et la Gemara dit, non, 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 non. On a une règle. Ha la kashia, kol tana batra, les tafouye milta kaate. On a une règle. Toujours, le tana ultérieur vient rajouter sur le tana antérieur. C'est-à-dire, quand on rédige une Mishnah, on a Tanakama, et ensuite on a Rashbag, c'est sûr que Rashbag vient rajouter un élément supplémentaire par rapport à Tanakama. Donc voilà la raison pour laquelle on a préféré dire que c'est Rashbag qui condamne à deux choses, alors que Tanakama uniquement zera. Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Il paye zera. Il rembourse les graines. Alors Rashbag qui vient rajouter, qu'est-ce qu'il vient rajouter? Pas seulement zera, même la hotza'a, même les frais indirects. D'accord? Mais comme j'ai dit, jusque-là c'est beau, et maintenant la Gemara va réfuter en disant que ce n'est pas obligatoire. On n'est pas du tout obligé de comprendre la Mishnah ainsi. Pourquoi? Vedilma. C'est quoi Vedilma? Peut-être. Kula Rashbagi. Il se peut que l'ensemble de la Mishnah, du début à la fin, c'est uniquement Rashbag qui en est l'auteur. Il n'y a pas deux auteurs, Tanakama et Rashbag, pour dire qu'il y a une mahloket et forcément Rashbag a rajouté un élément de plus. Non, non, non. Je peux très bien dire que la kavana de cette Mishnah, c'est-à-dire que l'auteur de cette Mishnah, il n'y en a qu'un seul, c'est Rashbag. Et il manque ici une parenthèse qu'il faut rajouter. Voilà ce qu'il faut rajouter entre parenthèses. המוכר פירות לחברו זרען ולא צימחו, אפילו זרע פשתן אינו חייב בחריותן, הזרעוני גינה שאינם נאכלים, חייב בחריותן, דברי רשב"ג. שרשב"ג אומר, זרע פשתן הוא דאינו חייב בחריותן, הזרעוני גינה שאינם נאכלים, חייב בחריותן. Il se peut que l'ensemble de la Mishnah a été enseigné par Rashbag lui-même. Et c'est lui qui a tout dit. C'est lui qui a présenté les trois cas de figure, Perot, Pishtan et Gina. Les céréales, les graines de lin et les graines de potager. Et lui, c'est lui qui nous dit, quand est-ce qu'en effet le vendeur n'est pas responsable? Il peut être acquitté par rapport à la réclamation de l'acheteur qui lui a dit « Regarde, j'ai semé, ça n'a pas poussé ». C'est uniquement par rapport à des céréales et des graines de lin qui sont comestibles. Mais si c'est des graines de légumes pour un potager, là, Rashbag dit « Hayav ». Mais en fait, toute la Mishnah a été enseignée par Rashbag lui-même. Et donc, on n'a pas de preuve que le Yesh Omrim de la Baraïta, qui condamne à payer pas seulement les graines, mais même la hotza'a, même les frais indirects investis pour l'agriculture, on n'a toujours pas de preuve que c'est Rashbag. Car si
tu t'appuies sur Rashbag de notre Mishnah, on n'a aucune preuve qu'il condamne à payer plus que le Zera. Dans la Mishnah, on n'a pas parlé de Hotza. Dans la Mishnah, on n'a parlé que de Zera. Alors, peut-être que Rashbag, il condamne à payer que Zera. Pour les Eronegina. Qui te dit qu'il condamne à payer aussi pour la Hotza? Puisque toute la démonstration magnifique et éblouissante que tu as faite, c'était juste parce que tu as cru qu'il y avait deux Tanaïm, Tanakama, Rashbag. Alors, puisque Rashbag est obligé de rajouter quelque chose de plus que Tanakama, alors tu as dit, c'est quoi? Ce qu'il a rajouté, certainement, c'est la Hotza. C'est très beau, mais à condition qu'il y ait deux Tanaïm. Mais si on peut dire que toute la Mishnah est enseignée que par Rashbag, un seul Tana, dans cette Mishnah, on a parlé de Zera. On n'a pas parlé de Hotza. Ben oui. Si on n'a pas parlé de Hotza, on n'a aucune preuve que Rashbag condamnerait à payer aussi les frais indirects, la Hotza, en tant que Knas. On n'a aucune preuve. Et donc, retour à la case départ. Quand Rafrizda a dit que le Yesh Omrim de la Baraïta, c'est Rabban Shimon Gamliel, où est-ce qu'il a trouvé ce Rabban Shimon Gamliel? Explorons tout le chasse, explorons toutes les Mishnayot et les Baraïtot. Trouve-moi Rashbag qui condamne à payer aussi la Hotza, je veux bien. Alors la Gemara dit, si Rafrizda l'a dit, c'est qu'il a certainement trouvé quelque part. Voici le secret, voici la solution. Et là, Rabban Shimon ben Gamliel, Détania. Voici où Rafrizda a trouvé Rabban Shimon Gamliel dans la baraïta suivante. Hamolir hitin lithon velo letatan ve'asaan subin omursan. Kemach lanachtom ve'afao pat nitfulin. Behema latabach ve'nibelah. Hayav mipene shehu kenose sachav. Rashbag Omer, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, noten lo deme boshto udme boshet orhav. Vechen haya Rabban Shimon ben Gamliel Omer, minhag gadol haya birushalayim, hamoser seuda lachavero vekilkelah, noten lo deme boshto Udme Boshet Orhav. Moraï Verabotai, la Gemara dit, enfin, on a trouvé. Baruch Hashem. C'est quoi? Une braïta qui nous enseigne 3 cas de figure. Et en fait, c'est exactement le même principe, juste ce sont des exemples différents. Premier exemple, quelqu'un qui va voir l'artisan. C'est le meunier, celui qui, avec son moulin, va moudre les grains de blé pour en faire de la farine. Ou bien, le nahtom, l'artisan, c'est le boulanger. On va le voir avec la farine pour fabriquer du pain, pour créer du pain. Behema, la tabach, c'est une bête vivante qu'on amène chez le shohet. Tabach ici, ça veut dire le shohet. Behema la tabach venibela. Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. Normalement, un professionnel doit agir avec professionnalisme. Pourquoi je vais aller voir le professionnel? C'est pour qu'il se trompe. Moi aussi, je sais me tromper tout seul. Comme on dit, inutile de me conseiller, je sais me tromper tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il lui amène à l'artisan du blé à moudre. Qu'est-ce qu'il a fait le meunier? Il ne l'a pas trempé le blé avant pour séparer l'écorce du grain. Et donc, comme il a oublié de faire la letita, c'est quoi le letita? Hein? C'est le trempage dans de l'eau chaude pour séparer la pellicule, le son de la graine. Et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est que quand il a moulu avec le son, et parfois même pire, même avec la grosse peau. Alors le pauvre monsieur, quand il a reçu la farine, il va chez lui. Qu'est-ce qu'il voit de la farine noire, la farine marron? Il dit, mais c'est quoi ça? Au lieu d'avoir de la belle farine blanche, comme on achète, hein? Qu'est-ce qu'il voit ici? Mais c'est quoi ça? Ah, il lui dit, c'est quoi ça? Il lui dit, j'ai oublié la laitita. Pardon, j'ai oublié la laitita. Bon appétit. Il dit, quel bon appétit? Tu m'as enlevé l'appétit avec ce manque de professionnalisme. Rembourse-moi. Est-ce qu'il est en droit de réclamer un remboursement? Oui. Alors à Botaï, j'ai oublié de vous dire, c'est pas seulement un remboursement pour le prix de la mouture, parce qu'il a payé pour moudre, carrément même la perte. Il lui dit, tu m'as abîmé mon blé. Tu m'as abîmé mon blé. Donc il doit tout lui rembourser. Et le travail et le blé lui-même. Ou il a payé déjà, ou il n'a pas encore payé. D'une manière ou d'une autre, l'autre doit assumer sa responsabilité. Il doit lui rembourser s'il a déjà payé le travail. Et il doit également l'indemniser en lui payant le prix du blé. Deuxième exemple. Kemah lanachtom. Réhouven vient voir Shimon le boulanger. Il dit, voilà, je viens avec mon sac de farine blanche. Peux-tu me faire un bon pain? Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne du pain. Quand il le prend, il se casse en 1000 morceaux. Pat nifouline, nofel. Au lieu d'avoir un bon pain qui tient, lui, il arrive et il met à ses invités du pain. À peine ils prennent, tac, il y a des miettes. Celui-là, il a 3 miettes, celui-là, 2 miettes. Il dit, mais c'est quoi ce pain-là? Il peut réclamer un remboursement pour sa farine. Pas seulement pour le travail, mais même pour la farine elle-même. Behema la tabbah venibela. Lui, il vient voir le shohet. Et il lui donne le bœuf. Il lui dit, le bœuf ou le mouton. Il dit, fais-moi la shhita. Et il fait une mauvaise shhita. Nevela. Quelle est la différence entre terefa et nevela? Nevela et terefa. Les deux, on n'a pas le droit de les manger. Les deux, on a le droit de les vendre goy. La question est de savoir quelle est la définition de terefa, quelle est la définition de nevela. C'est tout ce que je demande. Une nevela, c'est une bête dont l'abattage n'a pas été fait rituellement. Qu'est-ce que c'est qu'un abattage rituel? C'est une shhita avec un geste précis, avec un couteau parfait. Si il y a un problème au niveau de l'action d'ashrita ou de la qualité du couteau, la bête s'appelle nevela. Même si elle avait un corps plus que parfait, en très bonne santé, mais la shrita n'était pas bonne, au lieu de behema shhuta, on a une behema nevela. Alors, quels sont les halachot de shhita? On a 5 principes. Dans Masechet Hulin, on nous enseigne que ce sont hamisha halachot sheneemru le Moshe, halacha le Moshe misinai, shehiya, derasa, halada, hagrama, ikur. Voilà les 5 exigences. Il ne faut pas qu'il y ait shehiya. Dans le mouvement de la shrita, on fait un aller-retour. Quand on met le couteau sur le cou de la bête, il ne faut pas s'arrêter au milieu du va-et-vient. Molich ou mevi, même toute la journée. Tu ne t'arrêtes pas, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'il y ait shehiya. Il ne faut pas qu'il y ait drassa. Il ne faut pas appuyer avec son couteau comme tu vas couper des carottes en appuyant avec ton couteau sur la carotte. Tu n'as pas le droit d'appuyer avec ton couteau sur le cou. Il faut que ce soit un mouvement de va-et-vient. Il ne faut pas que ce soit ikur, arracher les simanim. C'est la raison pour laquelle le couteau doit être parfait. Car s'il y a une faille dans le couteau et qu'il est en dents de scie, alors tu arraches les simanim. Tu ne les coupes pas, tu les arraches. Ça s'appelle ikur is not good.
Hagramma, c'est si tu vas à droite ou à gauche de l'endroit imparti pour la shrita. C'est-à-dire qu'il ne faut pas descendre trop bas vers la cage thoracique, il ne faut pas monter trop haut vers la tête. Il faut que ce soit au niveau du cou, et pas vers la tête ni vers les poumons. Ça, sinon, si tu bascules à droite ou à gauche, ça s'appelle hagramma. Et halada, c'est si jamais le couteau, au lieu de couper de haut en bas, tu as fait de bas en haut. Tu as fait rentrer le couteau dans la peau au milieu et tu coupes de bas en haut. Is not good. Ça s'appelle halada. Ça vient du mot hulda, une taupe. La taupe, vous vous rappelez, on avait expliqué pourquoi la taupe porte le nom de hulda. C'est sur le nom de Haled. Haled, c'est le nom de la terre. Le globe terrestre s'appelle Haled. Comme dans Tehillim, même tête. Ha'azinu kol yoshve Haled. Écoutez-vous les habitants de la terre. Et comme la taupe, elle vit tout le temps sous la terre, c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Hulda, car elle est toujours dans le Haled. D'ailleurs, la Gemara disait Kol ma sheyesh bayabasha yesh bayam chutz min la hulda. Tout ce qui existe comme créature terrestre existe dans le monde aquatique, mais pas la hulda, car elle est propre à la terre, pas dans la mer. Alors, en effet, si quelqu'un a fait une mauvaise shrita, il a rendu la bête nevela. Désormais, c'est une charogne, c'est un cadavre, ce n'est pas une bête abattue rituellement, et donc elle n'est pas cachère à la consommation. On peut la vendre à un non-juif, puisque c'est pour le goy c'est cachère, pour nous ce n'est pas cachère. Terefa, c'est autre chose. La terefa, on lui a fait une shrita convenable, on a fait une très très bonne shrita, avec un couteau parfait, et un geste parfait. Sauf que, après la shrita, il s'est avéré qu'on a fait une bédika, une vérification, et on a trouvé que l'un de ses organes internes était atteint. Alors si c'était un organe vital, par exemple, il y avait un clou au niveau de l'estomac qui a perforé complètement l'estomac, ou les intestins, ou le poumon, ou le cœur, il y a un trou dans le poumon, peu importe, l'un de ces organes vitaux qui a été atteint, eh bien la bête n'est pas cachère, elle s'appelle terefa. La Torah nous dit, Umbasar, Basade, Terefa, l'otochelun, la kelev tashlichun oto, jetez-le en pâture aux chiens. Entre parenthèses, pourquoi les chiens ont mérité d'avoir la terefa ? Eh bien, parce que ils se sont abstenus de tirer la langue et d'aboyer lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Velivnei Israël lo yeheratz kelev leshono. Alors voilà, la Torah nous dit un peu de gratitude même à l'égard des chiens. Bon, en tout cas, je reprends le terme de la Braïta. La Braïta nous dit Behema la tabah venibela. Si Réhouven, propriétaire du mouton, est allé chez le tabac, le shochet, et il a rendu nevela, c'est-à-dire qu'il a fait une shrita qui n'était pas valable, alors le problème n'est pas dans la bête, qu'elle a sur le plan physique un problème. Elle n'a aucun problème physique. Tous ses organes vitaux étaient parfaits. C'est le shochet qui a été maladroit. Puisque le shochet a été maladroit, il a rendu la bête, nevela. Il n'a pas respecté les 5 exigences qu'on vient de citer. Eh bien, il est responsable. Hayav mipene sheu kenose sachar. Le shochet, ou le boulanger, ou le meunier sont hayavim. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des
ils sont considérés comme shomer sachar. Qu'est-ce qu'un shomer sachar? C'est un gardien qui est payé pour la surveillance. Un homme qui est payé, alors sa responsabilité est beaucoup plus importante, beaucoup plus grande que celui qui n'est pas payé. Alors, un professionnel est considéré comme un shomer sachar et par conséquent, il doit rembourser. Alors, Tanakama nous dit que dans ces 3 cas de figure, à savoir le meunier qui n'a pas moulu convenablement le grain parce qu'il n'a pas fait la letita pour séparer le son du grain, il est donc coupable, il doit assumer la responsabilité et rembourser pas seulement la main-d'œuvre, mais même les graines elles-mêmes qu'il a abîmées, qu'il a transformées en soubine ou moursan. Qui peut me dire la différence entre soubine et moursan? Soubine, c'est la fine pellicule de son. Moursan, c'est la grosse peau qui enveloppe le grain, c'est l'écorce. En général, c'est ce qu'on donne aux animaux. Kemah la nahtom, c'était celui qui est venu voir le nahtom. C'est quoi nahtom? Le boulanger. Il lui a donné de la farine et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire un bon pain, il lui a fait un pain qui s'émiette. 3e exemple, c'est Behema la Tabah, celui qui est venu avec un mouton chez le Shohet et il lui a rendu Nevela. Hayav, qu'est-ce que ça veut dire Hayav? Il est responsable. Qui est responsable? Le Shohet. L'artisan. Ça peut être le meunier, ça peut être le boulanger, ça peut être le Shohet. D'accord, on a donné 3 exemples. Donc Hayav, ça se rapporte aux 3. L'artisan est toujours responsable. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il paye? Dites-moi, il paye quoi quand on dit Hayav? Il paye quoi? La matière première et le travail. Et le travail. Très bien. Répétons, la main-d'œuvre plus la marchandise. Très bien. Maintenant, écoutez le chidouche de Rashbag. Rashbag Omer notenlo deme boshto ou deme boshet orhav. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme, il avait un Shabbat Hatan. Il avait la bar mitzvah de son fils. Il avait la bat mitzvah de sa fille. Et il a invité du monde. Et voilà que maintenant, quand il s'est avéré que l'autre, l'artisan, malheureusement, par sa maladresse, l'a mis dans un état piteux, c'est-à-dire que il se retrouve face à des invités sans pouvoir les restaurer. Il ne peut pas leur donner ni le pain, parce que la farine n'est pas belle, ou le pain, il s'émiette. Il ne peut pas leur donner de la viande, parce qu'elle est nevela. Lui, il s'était tué pour aller acheter des moutons, et finalement, ces moutons, ils sont tous nevela. Il est dans la chouma la plus totale. Il est couvert de honte. Tous ces invités sont là et disent alors, qu'est-ce qu'on mange? Ils ont le creux à l'estomac. Ils sont venus pour manger le bon repas avec de belles tables. Les assiettes sont là, mais il n'y a rien à mettre. Eh bien, la boucha mérite d'être indemnisée. Car il n'y a pas que le pain lui-même, il n'y a pas que la viande elle-même qui sont des frais générés, c'est-à-dire une perte d'argent causée par l'artisan, mais les répercussions, les retombées, à savoir que maintenant, lui, il est dans une boucha terrible. Il avait compté dessus pour la fête et il n'a rien à donner à ses invités. Cette boucha aussi, elle est mesurable. Il faut apprécier, selon les experts, combien il faut maintenant qu'ils versent comme indemnité. Ça veut dire que d'après Rashbag, il y a ici un knas. Il y a là une sanction, une amende qu'on va infliger à cet artisan pour avoir conduit son acheteur à cette humiliation, à cette honte.
Ça veut dire qu'il ne paye pas que le préjudice lui-même sur le plan financier, mais même sur le plan moral, car ça aussi, c'est une répercussion de sa maladresse. Alors, de là, Rav Hizda a déduit que si Rashbag condamne à payer même la bochette, qui n'est qu'une gramma, alors, pareillement, Rashbag, certainement, c'est lui qui condamne à payer la hotza'a. Lorsque quelqu'un a acheté des graines de légumes pour semer son potager, et finalement ça n'a pas poussé, mais il avait aussi investi de l'argent pour payer les agriculteurs, pour labourer la terre, et ainsi de suite. Alors Rashbag dit, Hachamim ont fait un knas, et ils ont condamné le vendeur à payer non seulement le produit lui-même, à rembourser le produit lui-même, mais même de reverser des indemnités à son client pour toute la gêne occasionnée indirectement. Donc on a trouvé à qui Rav Hizda faisait allusion quand il a dit Rashbag, c'est certainement lui qui condamne à payer la hotza'a, car c'est lui qui a condamné à payer même la bochette, bochto ou bochette orhav. Et on va terminer avec ce que dit la Braïta. Od minhag gadol haya birushalayim. C'était, nous dit Rashbag, la coutume répandue à Jérusalem. Mapa prousa al gabé a petach, kolzman she mapa prousa orchim nichnasim, nistalka hamapa en haorchim nichnasim. Écoutez Rabotai, il y a ici deux pirouchim. Il y a le pirouche de Rashbam, il y a le pirouche de Rabbeinu Gershom. Le pirouche de Rabbeinu Gershom, c'est celui que je vais choisir parce que je le trouve plus digeste. J'y avais pensé avant de lire Rabbeinu Gershom. Je pense que c'est le pirouche le plus facile à digérer. Regardez. Le minhag était à Jérusalem, quand on invitait des gens. Alors devant la salle, on étendait une nappe qui faisait en fait allusion au fait que on attend encore des invités. Rentrez les invités. Quand on retirait la nappe de devant l'entrée de la salle, ça veut dire que c'était salle comble. Il n'y a plus de place. Chers invités retardataires, rebroussez chemin, rentrez chez vous. On se retrouvera pour des smahot prochaines. Mais cette fois-ci, la salle est déjà pleine. Et ça, c'est plus facile. Ça, je peux imaginer ça. Je peux vous dire, par exemple, il y a deux sortes d'invitations. Il y a des invitations qui sont comme aujourd'hui, avec le digital, vous envoyez, vous demandez une réponse. À l'époque, c'était les coupons réponses qu'on envoyait en carton. Combien de personnes vous serez? On calcule exactement pour le traiteur combien de personnes. Aujourd'hui, vous le faites ça de manière digitale. Vous répondez, on sera 2 personnes, 3 personnes. Mais quand on fait des invitations en vrac, c'est-à-dire vous invitez tout le monde sans signifier personne. Alors vous ne savez pas combien de personnes vous allez avoir. Vous pouvez avoir 1000 personnes, vous pouvez avoir 50 personnes, vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez des invitations à tout le monde. Vous mettez une affiche, veuillez considérer cette invitation comme personnelle. Et tout le monde arrive. Tout le monde arrive, mais attendez, il n'y a que 200 places assises. Comment je vais accueillir 1000 personnes? Alors ils avaient un siman. Ils mettaient la nappe devant. Tant que la nappe est là, ça veut dire qu'il y a encore des places vides. Vous pouvez rentrer. Mais une fois qu'on retire la nappe, ça veut dire que ça y est. Salle comble, merci de disposer. C'est comme ça que on faisait. C'est d'après le pirouche de Rabbeinu Gershom, que j'ai trouvé très intelligible. Alors que Rashbam dit autre chose. Orchim nichnasim takana tovahi le kabbalat orchim sheyedru ki sham yochlu v'yelchu sham lechol. Rashbam dit que c'était plus en tant qu'indication. Ça veut dire que
Quand les gens cherchent l'adresse, où est la salle où on va manger, eh bien cette nappe qui était étendue devant l'entrée, c'était juste un siman comme quoi on vous attend ici, Bruchim Abaim, à tout le monde pour le repas de fête qui vous sera offert. Bonne journée.